international de justice, pour la justice, pour la paix et pour les droits de l'homme, ainsi que du collectif des Syriens de Suisse. Je vous remercie d'être venus si nombreux un vendredi soir, malgré les nombreuses tentations liées à ce jour de semaine. La conférence de ce soir va se dérouler de manière un peu plus classique, c'est-à-dire une présentation de nos invités, hommes et femmes, parité oblige. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet et vous pourrez enfin poser vos questions qui j'espère seront pertinentes et nombreuses. On a eu également quelques critiques concernant la tenue de notre événement. Je crois que pour ceux qui connaissent notre institut ou moi-même, que la personne, ils comprendront aisément que la personne qui va me dicter qui fréquenter, qui lire, sa mère, elle ne l'a pas encore posée sur terre. Donc là, je crois que c'est clair, c'est définitif et pour l'éternité. On ne dictera pas qui fréquenter, qui lire et que dire. Pour revenir au sujet, je pense que pour tout le monde, ça doit être clair et fondamental de partir de l'axiome suivant, que l'avenir du monde se joue actuellement au Moyen-Orient, que la survie et le développement des sociétés industrielles dépendent de leur accès à cette région du monde qui recèle les 3/4 des réserves exploitables de gaz et de pétrole de la planète. Et c'est pour cette raison, et seulement pour cette raison, que le Moyen-Orient est devenu le champ clos d'affrontement des grandes puissances, ainsi que de leurs ambitions, indépendamment des problèmes humains qui s'y posent. Docteur, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, mesdames, messieurs et chers amis. Malheureusement, vous avez vu, certains se sont découragés en arrivant à la maison des associations et voyant cette horde dehors, ils ont rebroussé le chemin. Nous aurions dû être beaucoup plus nombreux. Toujours est-il, merci beaucoup pour toutes et pour tous. Merci à Amir qui a fait l'introduction. Je remercie en même temps Hassan qui fera la traduction du deuxième exposé. C'est une traduction de l'anglais vers le français. Bien. Comment ça va dérouler? Tout à l'heure, M. Bahar Koumyon Gur, à côté, à ma gauche, il est belge. Il a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles d'archéologie. Il a publié La Turquie, terre de diaspora d'exil. Il a publié dernièrement Syriana, la conquête continue, un livre que j'ai lu parmi vous, certains avaient ce livre dans leur poche. Il parlera, il est le porte-parole d'un comité contre l'ingérence en Syrie. Il parlera surtout de la relation entre les insurgés terroristes et le gouvernement turc. Ensuite, son exposé prendra environ un quart d'heure. Le second exposé sera fait par Madame Anastasia Popova. Elle est russe. Elle est diplômée de l'Université de Moscou. Elle est journaliste. Mais elle a de qui tenir. Son père et sa mère étaient des journalistes. Elle a beaucoup voyagé, entre autres au Yémen. Tout récemment, elle était au Mali. Ses prochains reportages seront consacrés à l'Afghanistan au mois de juin et en Somalie. Elle a visité la Syrie pendant cet événement pendant 7 fois. La dernière, c'était en décembre de l'année passée, 2012. Elle a réalisé un film à ce sujet. En décembre d'ailleurs 2012, elle a reçu la médaille militaire du courage. Elle fera son exposé en anglais. Également, ça durera environ un quart d'heure. Il sera traduit par Hassan, que je remercie déjà. Voilà, je laisse la place surtout aux conférenciers. Merci chers amis, merci la Maison des associations d'avoir permis que cette conférence puisse avoir lieu
Avant tout, j'aimerais vous partager avec vous une tristesse par rapport aux événements qui se déroulent actuellement même devant la porte de cette institution. J'en suis d'autant plus attristé que je viens notamment, j'ai plusieurs identités, mais je viens notamment d'un pays, la Turquie, où le contre-pouvoir, qui est extrêmement hétéroclite, composé d'écologistes, de sociodémocrates, de républicains, jacobins, je dirais, de communistes, de marxistes-léninistes, de maoïstes, etc., anarchistes en premier, tous sont unis, aujourd'hui tous ou presque, je dirais, sont unis pour essayer de stopper cette guerre contre la Syrie. Et je remercie d'autant plus les organisateurs de ne pas s'être laissés intimider, sachant que ce n'est pas la première fois que ça arrive, à partir du moment où nous, militants pour la paix, pour un monde meilleur, ou en tout cas moins pire, essayons de bloquer, de stopper ces guerres, on se retrouve souvent taxés, de manière un peu puérile d'ailleurs, d'être des agents, des suppôts, des adorateurs, des laudateurs de dictateurs. Je me souviens que quelques semaines avant les bombardements américains à Bagdad, on s'était rendu avec une mission d'observation en Irak. Nous avions manifesté sur place et la presse turque de droite avait publié un article le lendemain disant que nous avions prêté serment devant Saddam Hussein, nous, extrêmes gauchistes, de combattre jusqu'au dernier. Pareil, quand il y a eu la guerre de Libye, il y a 2 ans presque, à partir du moment où nous étions manifestés et avions dénoncé les opérations de l'OTAN, nous avons directement été taxés de pro-Kadhafi. Et cette diabolisation, finalement, nous sommes un peu tous coutumiers. Et je pense qu'on ne se laissera pas intimider. J'aurais espéré que les amis qui se disent antifascistes se retrouvent parmi nous. Après cette longue introduction, j'aimerais vous parler de la Syrie telle que je la connais en tant que belgo-turco-syrien. Je n'ai pas tellement envie d'entrer dans des considérations et des analyses géostratégiques que vous connaissez certainement bien. Je pense que vous tous ici présents, étant pour la plupart d'entre vous apparemment issus du milieu associatif, du milieu en tout cas d'un milieu intellectuel qui est alerte, qui est sensibilisé aux questions internationales et aux questions de paix et de droits de l'homme, vous savez sans doute très bien le rôle de l'Occident, le rôle des pétromonarchies du Golfe, tous les intérêts géostratégiques, les intérêts économiques que le modérateur a évoqué tout à l'heure. Je voudrais plutôt partager avec vous quelques anecdotes et vous parler un petit peu de mes opinions sur la Syrie, qui sont assez populaires dans la région d'où je viens. En fait, tout à l'heure, Dr Sayeg a eu du mal à prononcer mon patronyme, Kim Jong-gur. C'est vrai que c'est un nom plutôt à dormir dehors. Je ne m'appelle pas tout à fait Kim Jong-gur. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, je suis censé m'appeler Kemmoune, un nom arabe. Je viens de cette province qui s'appelle en arabe Liwa Eskenderun, qui veut dire la courbe d'Alexandrette, qui s'appelle Hatay en turc, et qui s'appelle le Sanjak d'Alexandrette dans les vieux livres d'histoire. Cette province est une sorte de miniature de la Syrie. Pourquoi ? Parce que d'abord la toponymie est similaire, est entièrement similaire à la toponymie syrienne. Par exemple, il existe une bourgade qui s'appelle Qsayr, et Qsayr vous avez du côté syrien aussi. Il y a un monastère de Saint-Siméon dans le nord de la Syrie, actuellement en territoire syrien. La ville dont je suis originaire, Samandag, c'est du turc. Samandag veut dire en fait la montagne de Sam'an. Sam'an, c'est Saint-Siméon. Et il existe presque une copie conforme de ce monastère de Saint-Siméon le Stylite, cette espèce d'ascète, d'apôtre, de saint, qui s'est isolé sur une colonne, qui a voulu entrer en communion avec son Dieu pendant 40 ans, je crois, d'après la légende. Donc la ville porte le nom de ce saint chrétien. Samanda est située à proximité d'Antakya. Antakya, c'est Antioche, l'Antioche des croisades, l'Antioche berceau du christianisme, et ancienne capitale de Syrie. Et là, on se rend compte finalement de tout le paradoxe de la présence de cette ville et de cette province en territoire, non pas syrien, mais en territoire turc.
Alors, pourquoi sommes-nous du côté turc? Parce qu'un jour, les Français qui colonisaient la région, qui avaient un mandat sur cette région, donc le Liban, la Syrie et le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui le Hatay, donc le Sandjak d'Alexandrette, la France a décidé de donner cette partie de ce territoire qu'elle administrait à la Turquie kémaliste, pour éviter que la Turquie ne s'allie à l'Allemagne hitlérienne. Nous sommes en quelque sorte considérés comme les victimes d'une sorte de Munich de l'Orient, un peu comme le traitement des Sudètes peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons connu plus ou moins le même phénomène dans notre région, et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés déracinés, littéralement déracinés. Pourquoi? Parce que notre identité arabe nous a été gommée. Pourquoi? Parce que le régime d'Ankara a tout fait pour gommer les différences ethniques et religieuses. Et donc, dans la région d'où je viens, nous parlons encore l'arabe. Mais un arabe à dormir dehors. Un arabe de cuisine très pauvre et mélangé à du turc. Et donc, après être passé en province, en territoire turc, nous sommes passés sous la loi sur le patronyme turc qui est passé en 1932, et donc Kemmoune est devenu Kim Jong-ur. Voilà pour la petite histoire, mais en fait, pour être honnête et sincère avec vous, je ne suis pas né à Samandak. Je suis né en Belgique parce que je suis fils d'immigrés. Mon père est parti travailler dans les mines en 1963. Maintenant, il est revenu au bled. Et comme tous les Syriens de Syrie et les extrafrontaliers et les apatrides et tous les autres, nous pleurons tous les jours par rapport à ce qui se passe en Syrie. Parce que nous avons une attache, je dirais, affective très forte, familiale aussi. Les 2 tiers de nos familles sont de l'autre côté de la frontière. Et nous avons très souvent des mauvaises nouvelles qui viennent de l'autre côté, parce que on laisse pourrir la situation, et que la communauté internationale qui est censée, qui est mandatée, et dont la mission est de résoudre les conflits, elle ne fait que les exacerber et nous pousser dans cette situation extrêmement complexe où les familles sont déchirées, où vous retrouvez par exemple dans certaines grandes familles des enfants qui sont dans l'armée et d'autres qui sont dans la rébellion. Nous sommes confrontés à une situation de déchirement total, d'incompréhension. On a face à nous une Syrie complètement clivée, complètement duale. Les retombées de ce conflit sont énormes, parce que la région d'où je viens, comme je vous l'ai dit, c'est la Syrie en miniature, c'est-à-dire que toutes les communautés sont représentées. Nous avons des chrétiens de plusieurs églises. D'ailleurs, si vous allez en Syrie, tous les évêques et les prêtres, je ne connais pas trop la hiérarchie religieuse, vous m'en excuserez, portent le statut, le titre de chef de l'église de la Syrie et d'Antioche. Antioche revient de manière lancinante, elle est omniprésente. Antioche est dans la conscience et dans le cœur de tous les chrétiens de Syrie, et d'ailleurs aussi. Mais il n'y a pas que les chrétiens, il y a les alaouites. Alors, pour la petite histoire, c'est très tabou. La question de l'appartenance confessionnelle est très très tabou en Syrie. On ne se présente jamais en disant « Bonjour, je suis chrétien, bonjour, je suis juif » ou « Bonjour, je suis alaouite ». Mais le climat politique actuel est tel que nous sommes presque obligés de décliner notre identité pour dire « Je suis de cela, mais ce n'est pas pour autant que je fais partie de ce groupe. » Et que je... Voilà, donc pour tout vous dire, je fais partie de cette communauté qui est diabolisée tout le temps. Hein. On est les shabbir, hein, on est les tueurs. Hein. Alaouite veut dire aujourd'hui tueur d'enfants, grâce à nos médias. Je suis désolé, ça m'arrive jamais. En fait, je ne suis pas en train de chialer par rapport à ce que j'ai, c'est en prévision de ce que Anastasia va nous montrer. C'est vraiment très douloureux. Et c'est tellement difficile à expliquer parce que, en fait, toute la Syrie souffre. Et quand on voit des exactions commises par l'armée ou commises par des escadrons de la mort qui sont à la solde du gouvernement,
Nous éprouvons la même souffrance, mais il est tellement difficile pour nous, de l'extérieur, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire que la souffrance, elle est partagée, parce qu'on est toujours soumis à cette pression. On est toujours obligé de se justifier, de dire « mais oui, mais non, mais on n'est pas pour le président, oui, mais non, on est critique par rapport au gouvernement ». On est toujours sur la défensive, incapable de pouvoir dire de manière indépendante notre opinion sur la situation sur ce pays, et incapable de pouvoir apporter une alternative, parce que personne ne nous écoute. Je vis en Belgique, dans un État, dans un pays où il pleut tout le temps, mais j'ai l'impression de prêcher dans un désert. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'agiter le cocotier, de dire, écoutez, les souffrances sont partagées, tout le monde, qu'on soit alaouite, sunnite, chrétien, druze, athée, que notre Dieu soit notre chaussette trouée, ou que ce soit un arbre, ou quelle que soit notre croyance, nous souffrons tous dans notre chair. J'ai tellement de choses, on en a tellement sur la patate, nous, Syriens, que je pourrais vous parler de ce pays à l'envi, je veux dire, jour et nuit. On ne s'en lasse pas d'en parler. On était hier aux Nations Unies, et c'est pour ça que je voulais vous épargner d'une analyse un peu géostratégique et tout ça, et la critique des médias, tout ça, elle a été faite en fait hier. On a eu l'occasion, dans ce que vous appelez un side event, si j'ai bien compris, on a pu nous exprimer et partager nos opinions avec ceux qui voulaient bien nous entendre. La salle n'était pas archi comble, il y avait 3 fois moins de personnes, mais pour nous, essayer de pouvoir convaincre une seule personne, c'est déjà presque un miracle. J'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux à nous sensibiliser, nous mobiliser autour de la Syrie, comme nous l'avons fait par exemple par rapport à l'Irak. Nous avions été des millions à manifester dans la rue avec plus ou moins la même configuration. Nous avions un régime baathiste accusé de tous les crimes, réels ou fabriqués, et j'ai assez bien connu l'Irak pour vous dire que des tortures et des exactions et des massacres, il y en a eu des tas, mais ça ne nous a pas empêchés, nous, citoyens du monde, nous, militants pour la paix et la démocratie, de nous mobiliser pour faire cesser les fusions de sang, pour faire en sorte que l'Irak puisse survivre. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'Irak? C'est devenu un État complètement dépersonnalisé. On nous a détruit notre culture, notre identité, notre histoire. On est ennemis avec nos voisins. La guerre génocidaire lancée par les États-Unis continue encore aujourd'hui. Mais qui se fout vraiment, qui s'intéresse vraiment à la guerre en cours actuellement en Irak? Tous les jours, des dizaines de personnes sont assassinées, mais ça passe comme une lettre à la poste. Regardez la Libye, des Libyens qui vivaient dans un pays assez prospère se retrouvent obligés de mendier, d'aller vivre ailleurs, de chercher un travail ailleurs, alors qu'ils étaient excessivement riches. Cette société qui est complètement morcelée, des tribus qui se mènent la guerre avec des milices qui ont leur prison privée, dans leur jardin, dans leur cave, sans qu'aucune autorité centrale puisse demander des comptes. Je veux la démocratie en Syrie, comme vous tous, je pense. Mais faut-il pour cela tout détruire? Faut-il pour cela prôner le renversement violent d'un gouvernement qui a des assises populaires, qui a une assise populaire indiscutable? Si aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure à des rapporteurs des Nations Unies, essayez de tuer le président syrien, faites-le. Vous croyez que vous allez résoudre le conflit syrien? Il ne va faire que commencer. Parce que toutes ces personnes qui le soutiennent et qui se chiffrent par millions se sentent eux aussi le dos au mur. Eux aussi, comme la rébellion, pensent que pour eux, la guerre en cours est une guerre de survie. Alors de grâce, au lieu de s'entretuer, ne faisons pas plaisir à ces ennemis qui veulent nous humilier encore une fois. Soyons unis, même si la rébellion peut avoir des raisons, des motivations légitimes à s'insurger. Le droit de résistance à l'oppression est un principe universel. Je pense que les Syriens n'ont pas le luxe aujourd'hui de s'entretuer. Nous avons trop d'ennemis, nous avons trop de responsabilités domestiques, patriotiques, que pour nous livrer cette guerre fratricide dont on n'a aucun intérêt, dont on ne peut tirer aucun intérêt.
Tel est mon seul message. Ça ne va pas au-delà. Je veux la paix en Syrie, je veux la paix dans mon pays, je veux la paix dans le monde. Pour cela, je veux que l'impérialisme cesse de nous monter les uns contre les autres. Je veux que Israël soit démasqué. Israël qui fait semblant de... C'est Israël qui se frotte les mains de nous voir ainsi nous entretuer. C'est pétromonarchie qui, tous les jours, finance, essaye de miner l'intégrité, l'unité de ce pays, qui a débloqué des millions et des millions pour organiser un mercenariat des gens de Tchétchénie, du Caucase, de Tunisie, du Machrek, du Maghreb, de Bosnie. Tous les fous de la terre se sont donné rendez-vous aujourd'hui en Syrie pour aller détruire ce pays avec les fonds qataris et saoudiens. Et on vient me dire que c'est la lutte pour la démocratie. Savez-vous combien souffre le peuple bahreïni? Savez-vous ce qui se passe dans les zones chiites d'Arabie Saoudite? Qui se préoccupe de la région de Hassa, de Qatif? Est-ce que vous avez entendu parler de Qatif? Personne ne se soucie de ce qui se passe dans les prisons saoudiennes. On a entre 10 000 et 20 000 prisonniers politiques là-bas. Des gens torturés, des gens mutilés, des gens qui, pour des raisons, parce qu'ils sont libéraux, socialistes, ou chiites, ou que sais-je, se retrouvent derrière les barreaux. Qui se préoccupe de la situation en Arabie Saoudite? Est-ce que c'est eux qui vont venir nous démocratiser? C'est vraiment le monde à l'envers. Et le pire, c'est que nous, en tant qu'Antiochiens, en tant que population de Samandar, nous voyons tous les jours. Moi, je ne peux pas retourner en Turquie pour des raisons politiques diverses, mais ma famille me dit que tous les jours, nous voyons des gens qui parlent plus ou moins l'arabe, parfois des gens qui ont le teint, ils ont les yeux bridés, ils viennent d'Asie centrale, ils ont des barbes jusque-là, ils passent par l'aéroport d'Antakya, ils arrivent dans le port d'Iskenderun, ils viennent par avion, ils viennent par autobus entier. Il y a 3 jours, Muharrem İnce, c'est un député du Parti républicain du peuple, du CHP, l'opposition kémaliste en Turquie. Il a aperçu une trentaine de jeunes hommes barbus, avec des baskets, dans le salon VIP de l'aéroport de Esenboğa à Ankara. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ils viennent? Et ils ont pris le même avion que lui vers Antakya. Antakya, la porte de la Syrie. Il a demandé à la sécurité là-bas, mais qui sont ces gens qui les a amenés ici? Ils n'ont pas le profil des gens VIP. Là, la sécurité a répondu aux parlementaires turcs, écoutez, ils sont sous la protection de M. Davutoğlu, du ministre des Affaires étrangères, je ne peux rien vous dire. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a quelques semaines, il y a eu un bateau libyen qui s'appelle Al-Intisar, qui est arrivé, c'était un bateau de pêcheurs, pour de multiples raisons, des conventions internationales. Étant un bateau de pêcheurs, il n'a pas été fouillé, mais les gens ont vu 27 Libyens se rendre à une réunion à la frontière, une réunion sur l'islam, à la frontière turco-syrienne. C'est quand même curieux. Jusqu'à présent, jamais on n'avait vu de Libyens dans la région. Un Libyen, pour un Arabe d'Antakya, ou un Turkmène d'Antakya, pour un Arménien d'Antakya, on n'a jamais vu de Libyens. Comment se fait-il qu'il y ait un tel arrivage quotidien? Comment se fait-il que ça arrive là, alors que nous avons là une des plus grandes bases militaires américaines du monde, la base militaire d'Injirlik? Nous avons sur les montagnes de Lamanus un radar, qui se situe à côté d'un village qui s'appelle Kisedjik, un radar de l'OTAN. Il y a une flotte américaine qui mouille dans le port de Skenderun. L'OTAN, tous les systèmes de surveillance de l'OTAN ne voient pas cet arrivage journalier. La CIA ne voit pas cet arrivage journalier de djihadistes qui sont eux-mêmes poursuivis dans leur propre pays, qui sont des repris de justice, notamment des Saoudiens ou des gens qui ont vécu en Arabie Saoudite, Palestiniens, Yéménites et que sais-je, qui sont censés être condamnés à mort, mais qui ont pu échanger cette condamnation en se proposant d'aller mener le djihad en Syrie. Donc tous ces hurluberlus, tous ces illuminés se retrouvent là, et l'OTAN et la CIA ne les voient pas. Il y a quelque part, il y a anguille sous roche. Essayez de nous faire comprendre, si c'est ça votre démocratie, moi je suis contre. Et je suis sûr que nous sommes nombreux à nous insurger contre cette fake democracy, cette entreprise qui est purement coloniale, qui est purement impérialiste, et qui n'apportera que les larmes, que le sang, que le deuil à nos populations. Et vous pouvez être sûr, et nous le savons de par notre histoire, de par l'histoire contemporaine,
que chaque fois qu'on veut s'attaquer à un mal, on le remplace par le pire. Merci. So thank you for this opportunity, and I want to ask for you to pardon me because I will show some videos, some images, some shocking videos. But you should be prepared, and you should see them for yourself. The things that we saw there, the things that we filmed there, and the things that you can never see on any Western TV or in any newspaper. Yeah, that should be better. So, what do you know about Syria? All we ever hear is that there are people fighting for democracy against a dictator and his army. But why do we then call it a civil war? Civil war means that there are people fighting against people. Que savons-nous de la Syrie? Tout ce que l'on entend, c'est qu'il y a là-bas des gens qui luttent pour la démocratie contre un dictateur et son armée. Mais pourquoi l'appelle-t-on une guerre civile? Une guerre civile signifie qu'il y a des gens qui luttent ou qui combattent contre d'autres personnes. Maintenant, suivez ma logique. So this crisis lasts for about 2 years and no side can win until now. That means that the sides are more or less equal. So let's make a rough division. There are 20 million Syrians and half, 50%, are against the government. In reality, this figure is much less, but to avoid criticism and nitpicking, let's estimate 50%. So the other 50% must be for the government. That is 10 million people. 10 million is more than the population of Switzerland. Cette crise dure depuis maintenant 2 ans et aucune des parties ne semble pouvoir la gagner, ce qui signifie que les parties en présence sont plus ou moins égales. Donc si nous faisons une estimation simpliste, il y a 20 millions de Syriens et la moitié d'entre eux, ou 50%, sont contre le gouvernement. En réalité, cette figure est moins élevée. Mais pour éviter les critiques, estimons-la à 50%. Donc les autres 50% sont forcément pour le gouvernement, ce qui signifie que 10 millions de personnes, 10 millions qui représentent plus que la population suisse, sont pour le gouvernement. Everything that we hear through the media, we find out from those who are against. We never hear from those who are for, and this is 10 million people. Who are they? If we want democracy for Syria, shouldn't each opinion have a voice? Are they not also people? Tout ce que l'on entend dans les médias, nous l'entendons de la part de ceux qui sont contre. Nous n'entendons jamais quoi que ce soit de la part des 10 millions de personnes qui sont pour. Mais qui sont-ils? Si nous voulons la démocratie pour la Syrie, ne devrions-nous pas donner à chaque opinion une voix? Ne sont-ils pas également des personnes? I've been following the Western news and I almost never heard anything about these 10 million people. Do they suffer? What do they think? What do they want? Are they being killed? So I decided to see the situation on the ground for myself. J'ai suivi les médias européens occidentaux et je n'ai presque jamais entendu quoi que ce soit à propos de ces 10 millions de personnes. Est-ce qu'ils souffrent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont tués? Et j'ai décidé donc d'aller voir la situation par moi-même. Unlike most of my Western colleagues who entered Syria through the border, stayed with rebels for 2 or 3 days and then left, we spent 7 months in Syria and went pretty much everywhere. There are the Lebanese border, Homs, Tartus, Latakia, Idlib, Aleppo, the Turkish border, the Kurdish regions, Al-Kamishli, down to Iraq, Deir ez-Zor, Palmyra, everywhere. Comme la plupart de mes collègues, contrairement à la plupart de mes collègues occidentaux qui sont entrés en Syrie à travers la frontière et sont restés là-bas avec les rebelles pour 2 ou 3 jours puis sont partis, nous avons passé 7 mois au total en Syrie et nous sommes allés à peu près partout. Daraa, la frontière libanaise, Homs, Tartus, Latakia, Idlib, Aleppo, la frontière turque, la région kurde, Al-Kamishli, jusqu'à la frontière irakienne, Deir ez-Zor, Palmyra, etc. The first time I entered Syria like a tourist. Back then you didn't need a visa if you were a traveler and if you were Russian.
I had a small camera and no work permit, but I still managed to film several reports. And from the beginning, I started realizing that the situation shown in the news is completely different from the reality. Je suis entré en Syrie la première fois en tant que touriste, puisqu'à l'époque il n'était pas nécessaire d'obtenir un visa si vous étiez un voyageur et que vous étiez de nationalité russe. J'avais avec moi une petite caméra, mais pas de permis de travail. Mais nous avons tout de même réussi à filmer plusieurs documentaires. Et dès le début, j'ai réalisé que la situation qui était montrée dans les news occidentales était complètement différente de la réalité sur le terrain. In 7 months, we visited many places. Most of the time, we were alone. We signed a waiver where we took full responsibility for our lives. Sometimes we went with the army, several times with the locals, sometimes with the opposition. We even managed to talk to terrorists who confessed to killing their ex-friends, cutting their throats just because they had different political views. During this time, I had questions to which, until now, I have found no answers. And today I want to bring these questions to your attention. En 7 mois, nous avons visité beaucoup d'endroits. La plupart du temps, nous étions seuls. Nous avons signé un document disant que nous prenions la responsabilité pour nos vies. Parfois, nous étions avec l'armée régulière, plusieurs fois avec des locaux, parfois avec l'opposition. Nous avons même réussi à parler avec des terroristes qui ont avoué avoir tué leurs compagnons ou ex-compagnons en leur tranchant la gorge pour la simple raison qu'ils avaient des opinions politiques différentes des leurs. Durant cette période que j'ai passée en Syrie, il y avait des questions qui jusqu'à maintenant restent irrésolues et aujourd'hui j'aimerais amener à votre attention ces questions. What we saw on the ground is that the numbers are different. It is not 50-50. The supporters greatly outnumber the opposition. So why don't they win? Because the rebels are not some gangsters with rifles. They are a well-organized army with a huge number of different modern weapons, ammunition, satellite equipment, medical supplies. Most of these weapons were brought from Libya, Eastern Europe, Turkey, and then through the Lebanese, Turkish and Jordanian borders into Syria. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les nombres sont différents. Il ne s'agit pas de 50-50. Ceux qui sont pour le régime sont beaucoup plus nombreux que les opposants. Donc la question qui se pose est pourquoi ne gagnent-ils pas? La réponse est que les rebelles ne sont pas une simple bande de gangsters avec des armes, ils sont très bien organisés. C'est une armée très bien organisée avec un grand nombre d'armes modernes différentes, des munitions également, des moyens de communication et des approvisionnements médicaux. La plupart de ces armes sont amenées depuis la Libye, également par l'Europe de l'Est et la Turquie, et ensuite amenées à travers la frontière libanaise, turque et jordanienne en Syrie. I talked with a businessman whose partners sold weapons from Eastern Europe to Turkey. I talked to a Lebanese journalist who witnessed on the border how Turkish officers distribute weapons between the commanders of the so-called Free Syrian Army, the rebels. And I've been to the border and I saw that there are no Syrian troops because there is an agreement between two countries, Syria and Turkey, that was signed in 1998, that the border is protected by the Turkish army only. J'ai parlé avec un homme d'affaires dont le partenaire vendait des armes de l'Europe de l'Est en Turquie et j'ai parlé avec un journaliste libanais qui a été témoin d'un événement qui se déroule sur la frontière entre la Syrie et la Turquie, où il a vu en fait les officiers turcs distribuer des armes entre les commandants et ce qu'on appelle les membres de l'armée syrienne libre ou les rebelles. Et j'ai été sur cette même frontière et j'ai vu qu'il n'y avait aucune troupe syrienne là-bas, tout simplement parce qu'il y a entre les deux pays, la Turquie et la Syrie, un accord qui stipule que les frontières sont protégées par l'armée turque uniquement. The UK and the US announced widening and increasing necessary aid for the rebels. Washington is ready to send additional nearly $100 million. And if we sum all the aid already provided by the US, it will be about $500 million. This is 5 times more than France has spent in actual war in Mali. You can add to this financial support of France, Britain, Libya, Saudi Arabia, Emirates and Qatar. This is a huge amount of money sent to the rebels. Les Anglais et les Américains ont annoncé la nécessité d'augmenter l'aide pour les rebelles. Washington est prête à envoyer une
100 millions de dollars additionnels là-bas. Si nous faisons le total de toute l'aide donnée par les USA aux rebelles, cela totalise environ un demi-milliard de dollars, ce qui représente 5 fois plus que ce que la France a dépensé dans sa guerre au Mali. Vous pouvez ajouter à cela le support financier de la France, de la Grande-Bretagne, de la Libye, de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Qatar, et vous obtenez ici un énorme nombre ou chiffre. European Union has partially lifted the embargo on sending weapons to Free Syrian Army, the rebels. Now Europe is planning to send communication equipment and armed vehicles of all kinds, but without guns. They can be welded to the vehicles on the spot in Turkey or inside Syria. A CIA agent confirmed yesterday that there is a USA camp that trains Syrian rebels in Jordan, and they plan to make such base inside Syria. L'Union européenne a déjà partiellement levé son embargo sur la vente ou l'offre d'armes pour les rebelles syriens, ou ce qu'on appelle l'armée syrienne libre. Maintenant, l'Europe planifie d'envoyer des équipements de communication et des véhicules blindés de toutes sortes, mais sans armes. Ceux-ci pourront être facilement transformés en véhicules avec des armes en Turquie ou à l'intérieur de la Syrie. Un agent de la CIA a confirmé hier qu'il y avait un camp américain qui entraînait les rebelles syriens en Jordanie et qu'il planifie d'ouvrir un tel camp également à l'intérieur de la Syrie. An Arab high-ranking diplomat said that Saudi Arabia has sent new modern military equipment to the rebels, and look what they found on one of the rebel bases in Aleppo. How did it get there? These rebels, they couldn't explain. But the spokesman of the Foreign Opposition National Council admitted that Qatar, Saudi Arabia and Libya were giving weapons to the rebels from the beginning of the crisis. So they are well equipped, well paid, and the vast majority, as incredible as it might sound, are not Syrians, they are foreigners. Un diplomate arabe de haut rang dit que l'Arabie Saoudite a envoyé maintenant des moyens militaires modernes aux rebelles. Et regardez ce que l'on a trouvé dans une des bases rebelles à Alep. Comment est-ce que cela est arrivé là? Les rebelles n'ont pas voulu expliquer. Mais le porte-parole de l'opposition, du Conseil national de l'opposition, a admis que le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Libye offraient des armes ou livraient des armes aux rebelles depuis le début de la crise. Donc ces rebelles sont très bien équipés, très bien payés, et la plus grande majorité d'entre eux, aussi incroyable que cela puisse paraître, ne sont pas syriens, ils sont étrangers. According to official UN data, there are citizens of 29 countries fighting against the Syrian government. Most of these countries admit it, like Tunisia, Libya, the Netherlands, France, Britain, even Australia. We personally came across a fighter from Chad. Mostly they come from North Africa, Turkey and Saudi Arabia, and the leaders of these states are perfectly aware of this fact. Selon des données officielles des Nations Unies, il y aurait des nationaux de 29 pays différents qui lutteraient actuellement en Syrie contre le gouvernement syrien. La plupart des pays dont ces personnes sont ressortissantes l'admettent, tout comme le fait la Tunisie, la Libye, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne et même l'Australie. Nous avons rencontré personnellement un combattant qui venait du Tchad. La plupart des combattants viennent de l'Afrique du Nord, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Et les leaders ou les présidents de ces pays sont parfaitement au courant de cela. Why do I say so? Here's the top secret memo sent by Saudi Arabia's Minister of Interior. It says that an agreement was reached to send death row prisoners sentenced to execution by decapitation to Syria to fight jihad against the Syrian government in exchange for commuting their sentences. Quote, "We have reached an agreement with them that they will be exempt from the death sentence and given a monthly salary to their families and loved ones, who will be prevented from traveling outside Saudi Arabia in return for rehabilitation of the accused and their training in order to send them to jihad in Syria." Voici un mémo top secret qui a été envoyé par le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite qui stipule qu'un accord a été accompli pour envoyer les prisonniers condamnés à la peine capitale en Syrie pour mener le djihad ou la guerre sainte contre le gouvernement syrien en échange de la commutation de leur sentence. Une citation de ce mémo. Nous avons conclu un agrément avec eux qui stipule qu'ils seront exemptés de la peine capitale et qu'ils recevront un salaire mensuel à eux et à leur famille. Leur famille sera
n'aura pas le droit de voyager en dehors de l'Arabie Saoudite, et cela en échange de la réhabilitation des personnes accusées et de leur training, de leur entraînement afin de les envoyer au djihad en Syrie. Here's what some officials in Europe say about the foreign fighters. Hundreds of people around Europe have traveled to Syria to join the opposition, fighting what they see as a holy war, or jihad. The government is aware of reports that more than 100 Australians have joined the opposition, had been engaged in the Syrian crisis. Most of these leaders, they worry that these citizens who are now fighting in Syria will soon come back to Europe, angry, fearless, with new skills and eager to fulfill their goal here. Voici ce qui se dit de la part des officiels en Europe à propos de ces combattants étrangers. Des centaines de personnes de toute l'Europe vont voyager en Syrie pour rejoindre l'opposition, lutter dans ce qu'ils appellent la guerre sainte ou le djihad. Le gouvernement est parfaitement au courant des rapports selon lesquels plus de 100 Australiens se sont engagés en Syrie dans le conflit syrien depuis 2011. La plupart de ces gouvernements sont inquiets que ces citoyens qui sont à l'heure actuelle en train de lutter en Syrie vont bientôt rentrer dans leur pays de résidence en colère, sans peur, avec de nouvelles capacités et avec l'envie d'accomplir leurs goals dans leur pays respectif. So what are their goals? Here are some examples. We have to believe that democracy, freedom and presidents are bad. We have to reject them. We are going to take England. Muslims are coming. You must hate in your heart. And he also invites Cameron and the Queen to worship Islam. Quels sont leurs buts? Voici quelques exemples. Nous devons croire que la démocratie, la liberté et les présidents sont mauvais. Nous devons les rejeter. Nous allons prendre l'Angleterre. Les musulmans arrivent. Vous devez avoir la haine dans votre cœur. Et le même speaker invite David Cameron et la reine à adorer l'islam. Here's another one from Belgium. He says he was praying to Osama bin Laden. He suggested that Belgium should be turned into an Islamic state and that monuments such as Atomium or the Great Pyramids of Giza in Egypt should be destroyed because they are idols. Voici un autre exemple d'un individu qui dit qu'il priait pour Osama bin Laden et qu'il suggérait que la Belgique devrait être transformée en État islamique et que des monuments tels que l'Atomium ou les grandes pyramides de Gizeh en Égypte sont des idoles qui devraient être détruites. The majority of those who now fight in Syria, they have the exact same views. They're all united by radical ideas. They have the same black Al-Qaeda flag. Their goal is to implement an Islamic Sharia state in Syria, which used to be secular. People from 18 different Christian denominations were living together in peace with different Islamic denominations: Sunni, Shia, Alawites, Ismailis, Druze, Maronites, Catholics, Orthodox, etc., etc. They all lived in peace, and they didn't care about each other's religion. They never asked each other, to which religion you belong. La majorité de ceux qui mènent actuellement la lutte en Syrie partagent les mêmes vues que celles précédemment illustrées. Ils sont tous unis par des idées radicales. Ils utilisent le même drapeau noir d'Al-Qaïda. Leurs buts sont d'implémenter ou de mettre en place un État islamique gouverné par la charia en Syrie. Syrie qui, jusqu'à présent, est un État laïque et séculaire. Des personnes de 18 communautés chrétiennes différentes vivaient ensemble en paix. Et également, il y avait également différentes communautés islamiques, les sunnis, les chiites, les alaouites, les ismaélites, les druzes, les maronites, les catholiques, les orthodoxes, etc., qui tous vivaient en paix et ne se préoccupaient pas de la religion de leurs voisins. But the rebels, they don't want this. They want Sharia law in Syria, nothing else. And many of them call themselves members of Al-Qaeda, who fight in Syria in the name of jihad. Les rebelles ne veulent pas cela. Ils veulent la loi de la charia et rien d'autre. Et beaucoup d'entre eux se prénomment eux-mêmes des membres d'Al-Qaïda qui luttent en Syrie ou qui combattent en Syrie au nom de la guerre sainte ou du djihad. If memory serves me right, it was Al-Qaeda who was held responsible for terrorist attacks of September 11, Madrid, Bali, London, Iraq. Was it not the fight against Al-Qaeda that brought the United States to invade Afghanistan, to carry operations in Pakistan, Yemen, other countries?
Isn't Al-Qaeda considered #1 terrorist organization in the world? I thought every child knows this. So No. when did the world's foremost terrorist network change their mind and start fighting for freedom and democracy in one specific country? Si ma mémoire est juste, c'était bien Al-Qaïda qui était tenu responsable pour les attaques terroristes du 11 septembre, des attaques terroristes de Madrid, de Bali, de Londres, en Irak. N'était-il pas la lutte contre Al-Qaïda qui a amené les États-Unis d'Amérique à envahir l'Afghanistan, à mener des opérations au Pakistan, au Yémen et dans d'autres pays? N'était-ce pas Al-Qaïda qui a été considérée l'organisation terroriste numéro 1 dans le monde? Je pensais que chaque enfant savait cela. Donc, quand est-ce que le plus connu des réseaux terroristes mondiaux a changé d'opinion et s'est mis à lutter pour la liberté et la démocratie dans un pays spécifique? There were around 60 terrorist acts in Syria recently. Al-Qaeda took responsibility for 50 of them. The last one happened a week ago in Damascus. 53 people died, and over 250 were injured. The UN Security Council resolution condemning this act and expressing condolences to the relatives was not adopted. It was blocked by the US. They also refused to condemn another Al-Qaeda attack in Aleppo several months before, where 47 people died. Il y a eu environ 60 attaques terroristes en Syrie récemment. Al-Qaïda s'est dit responsable de 50 d'entre elles. La dernière qui a eu lieu, une semaine auparavant à Damas. 53 personnes sont mortes, plus de 250 ont été blessées. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU menant cet acte et exprimant ses condoléances pour les familles des victimes n'a pas été adoptée. Elle a été bloquée par les États-Unis qui ont également refusé de condamner une autre attaque d'Al-Qaïda qui a eu lieu à Alep plusieurs mois avant, où 47 personnes ont été tuées. My question is why? Why are Syrians, ordinary civilians who have nothing to do with this war, not considered human beings? Look at this child. Did he deserve to experience such barbaric suicide bombings? Pourquoi les civils ordinaires syriens qui n'ont rien à voir avec cette guerre pas considérés comme des êtres humains? Regardez cet enfant. Est-ce qu'il mérite d'expérimenter ces actes suicidaires barbares? As some people may seem to think that Al-Qaeda is fighting for the freedom and liberty of Syrian people, let's look at what Al-Qaeda's freedom looks like. Comme certaines personnes semblent penser que la lutte pour la liberté et la démocratie en Syrie, regardons ce que la liberté selon Al-Qaïda veut dire. In several districts of Syrian border towns, they managed to set up Islamic patrols, which beat women with sticks for the smallest infraction. They even beat them if they think they might sympathize with the current government. Dans plusieurs quartiers des villes longeant la frontière syrienne, ils ont mis en place des patrouilles islamiques qui frappent les femmes avec des bâtons pour des infractions mineures. Ils les frappent même s'ils pensent seulement qu'elles sympathisent avec le gouvernement actuel. They shoot unarmed people, civilians, because they support the government or because they refuse to accept an Islamic state. Many of the victims are also Muslims, but secular, no fanatic. Ils tirent sur des personnes qui ne sont pas armées, des civils, c'est simplement pour la raison que ces personnes supportent le gouvernement ou parce qu'ils refusent d'accepter un État islamique. La plupart de ces victimes d'ailleurs sont musulmanes, laïques et non fanatiques. These rebels do not allow women to drive cars. They forbid them from taking public office, force them to wear long black robes. Ces rebelles ne permettent pas aux femmes de conduire des voitures, ils les interdisent de prendre ou d'avoir des fonctions dans la vie publique et les forcent à porter des très longues robes noires. These rebels call it jihad, a fight against unbelievers, and don't hide that their goal is to instate Sharia law in Syria, just like they tried in Mali. I've recently been covering the war there as well. But why is it that in Mali we condemn it? We say that there are evil Islamists from which the Malian people must be saved. Why do we arrest these radical extremists in Europe
And why, at the same time, in Syria, we suddenly call them fighters for freedom, democracy and human rights? Les rebelles appellent cela la guerre sainte, le djihad, un combat contre les mécréants. Et ne cachent pas le fait que leur but est d'installer un État fondé sur la charia en Syrie, tout comme ils ont tenté de le faire au Mali. J'ai d'ailleurs récemment couvert la guerre là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'au Mali nous condamnons ce qui se passe et nous disons que cela représente le mal islamiste, le mal dont les Maliens doivent être sauvés? Et pourquoi nous arrêtons ces extrémistes radicaux en Europe? Pourquoi en même temps en Syrie nous les appelons soudainement des combattants pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme? When several ancient manuscripts and mosques were destroyed in Mali, the whole world reacted with outrage. When the same Islamists in Syria burned the market built in the times of Alexander the Great, burned the Christian old city in Aleppo, which was under the protection of UNESCO, when they loot and burned the main mosque of Aleppo, burned the mosque's museum, causing its ceiling to collapse, badly damaged the building itself while retaking control of this mosque 2 days ago. They destroy memorials and blow up minarets while shouting Allahu Akbar, God is great. Where is the outrage? Why the world is silent? Lorsque plusieurs manuscrits, beaucoup de manuscrits et de mosquées ont été détruits au Mali, le monde entier a réagi avec outrage. Lorsque les mêmes islamistes en Syrie brûlent le marché qui a été construit au temps d'Alexandre le Grand, brûlent le quartier de la vieille ville d'Alep qui est sous la protection de l'UNESCO, lorsqu'ils pillent et brûlent la grande mosquée d'Alep, lorsqu'ils brûlent le musée de la mosquée, causant son plafond à s'effondrer, endommageant gravement la construction elle-même, tout en tentant de reprendre le contrôle de la mosquée de auparavant, ils détruisent les mémorials et font exploser les minarets tout en scandant Dieu est grand, Allahu Akbar. Mais où est l'outrage? Pourquoi le monde est-il silencieux? In general, they say God is great before just about everything. They say that they do this for God. They hide behind religion, but in reality they have nothing to do with the religion. En général, ils disent Dieu est grand avant toute chose. Ils disent qu'ils font cela pour Dieu, ils se cachent derrière la religion, et en réalité, ils n'ont rien à voir avec la religion. The rebels are now using children to fight. They have made special training camps where they teach them how to use weapons, how to hate and whom to hate. Many of them are only 16. How much condemnation we heard about child soldiers in Uganda. We called it terror, blood-freezing fact, shocking injustice. Nothing is said against the same thing in Syria. Why? Or suddenly everyone is okay with seeing children used as shields or cannon fodder? À l'heure actuelle, les rebelles utilisent des enfants pour mener le combat. Ils reçoivent un entraînement dans des camps spéciaux où on leur apprend comment utiliser les armes, comment haïr et qui haïr. La plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, n'ont seulement que 16 ans. Combien de condamnations avons-nous entendues à propos des enfants soldats en Ouganda? Nous appelons ça la terreur, des faits qui glacent le sang, une injustice choquante. Mais rien n'a été dit à propos de la même chose en Syrie. Pourquoi? Est-ce que tout le monde, soudainement, est d'accord avec le fait de voir des enfants utilisés comme boucliers et comme chair à canon? This December, Saudi cleric issued a fatwa, religious permission for the rebels fighting in Syria. He allowed them to have sex with minors and promised paradise for young girls that would sacrifice their body for jihad. Ce décembre, un prédicateur saoudien a issu une fatwa, une permission religieuse pour les rebelles qui combattent en Syrie. Il leur a permis d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs et leur a promis le paradis à ces jeunes filles qui voudront bien sacrifier leur corps pour le jihad. I personally know of 2 cases. One where 14 grown men took turns raping a 13-year-old girl, calling it her sacrifice for jihad. Another where a captured rebel fighter admitted that he and his group raped a 6-year-old girl in front of her parents just because they were Alawites, the same Muslim denomination as the president.
J'ai personnellement connaissance de 2 cas. Le premier, lorsque 14 hommes, grands hommes, sont mis tour à tour à violer un enfant de 13 ans, appelant cela son sacrifice pour le djihad. Et un autre cas, lorsque un combattant rebelle capturé a admis que lui et son groupe ont violé une fillette de 6 ans devant ses parents, pour la simple raison que ceux-ci étaient des Alaouites, la même communauté religieuse que celle du président. There was a case in Homs, and we filmed an eyewitness to this, where Free Syrian Army caught a pregnant woman, found out that she was Alawite, cut open her belly, took out the baby, and started kicking it around like a football. Is this the model of democracy that enlightened Europe wants for Syria? Il y a eu un cas à Homs que nous avons filmé et dont nous avons été témoins, où l'armée syrienne libre a capturé une femme enceinte. Ils se sont rendus compte qu'elle était alaouite et ils ont donc ouvert son ventre, mis son bébé dehors et commencé à le jouer avec comme s'il s'agissait d'un ballon de football. Est-ce que c'est cela le modèle de démocratie que l'Europe des Lumières aimerait pour la Syrie? Of course, it's easy to ignore such things when you don't see them or hear about them. So Yeah. why don't we hear about them? Well, since when does freedom of speech fall under sanctions? Why was a privately funded Syrian news channel, Ad-Dunya, blocked by European sanctions for giving this kind of alternative information? Why was it afterwards simply taken off European and Arab satellites? Later, a Syrian state channel was also taken off the satellites, along with Iranian's Press TV. A Spanish satellite provider admitted that it was forced to do so by high-ranking European officials. This is a direct violation by Europe of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, and nobody seems to care. Bien entendu, il est facile d'ignorer de tels événements lorsque vous n'êtes pas témoin ou lorsque vous n'entendez pas de choses à leur propos. Mais pourquoi n'entendons-nous pas à ce propos de choses? Eh bien, depuis quand la liberté d'expression chute devant les sanctions? Pourquoi est-ce qu'une chaîne satellitaire syrienne dont les fonds sont de provenance privée, qui s'appelle Ad-Dunya, a été bloquée par les sanctions européennes pour la raison qu'elle donnait des informations alternatives? Pourquoi ceci a également été le cas pour les autres chaînes relayant l'information, les chaînes européennes et arabes? Plus tard, une chaîne syrienne a également été enlevée des canaux satellitaires de la même manière que la chaîne iranienne Press TV. Une chaîne satellitaire espagnole a admis qu'elle a été forcée de se retirer de son satellite par des officiels européens de très haut niveau, ce qui en fait représente une violation par l'Europe de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et personne ne semble s'en préoccuper. In addition to this, journalists following the army or simply not working with the rebels become their main targets. I am no stranger to this. A peaceful opposition sniper tried to kill me. Actually, we were lucky to escape in several places, but in Darai he nearly succeeded. This despite the fact that I was wearing a bright blue bulletproof vest with press written on it. Il faut ajouter à cela que les journalistes qui suivent l'armée ou qui tout simplement ne travaillent pas avec les rebelles deviennent des cibles principales. Je ne suis pas étrangère à cette expérience puisque un opposant, un sniper de l'opposition pacifique a essayé de nous tuer. En fait, nous étions très chanceux de nous échapper dans plusieurs endroits, mais à Daria, il a presque réussi son coup. Cela malgré le fait que je portais le gilet bleu, gilet pare-balles bleu, réservé avec un écrit de presse sur lui. These rebels do not follow international rules of combat. They don't know them or they just don't care. The vast majority of the 47 journalists that were killed in this conflict, they were killed by the rebels. Ces rebelles ne suivent pas le droit international relatif à l'engagement dans les combats. Ils ne connaissent pas ou alors ils ne s'en préoccupent pas du tout. La grande majorité des 47 journalistes qui ont été tués dans ce conflit l'ont été par les rebelles. Why don't we see these images? Why don't we hear their names? Why does nobody condemn the opposition for this?
Most Western organizations and media take their information and numbers from a London-based organization, the Syrian Observatory for Human Rights. The head is Rami Abdulrahman, whose real name is Omar Suleiman, who has no training either in journalism or law, or even he hasn't completed secondary education, and he lives in London. Why do we trust him? Why do we consider his information more verified and precise, while the reports of the journalists who work on the ground and give alternative information is usually called government propaganda? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces images? Pourquoi est-ce que nous n'entendons pas ces noms? Pourquoi est-ce que personne ne condamne l'opposition pour ces actes? La plupart des organisations occidentales et les médias prennent leurs informations et leurs figures ou leurs chiffres de l'organisation basée à Londres, qui s'appelle l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, qui consiste en fait de deux personnes qui se sont ensuite séparées. Le directeur ou le head, Rami Abdulrahman, dont le vrai nom est Omar Suleiman, il n'a pas reçu d'entraînement ou de formation en journalisme ou dans le domaine légal. Il n'a même pas complété en fait son éducation secondaire et il vit à Londres. Pourquoi est-ce que nous le croyons? Pourquoi est-ce que nous considérons ces informations plus vérifiées et précises alors que des reports de journalistes qui font des enquêtes de terrain et qui donnent des informations alternatives sont habituellement appelées la propagande gouvernementale? Around 300 foreign media are working legally in Syria. And if you don't believe me, a young Russian journalist, here's a report of an old experienced British journalist who had the guts not to stay in a warm office far from war, but actually he bought a ticket and went to Syria. And here's a quote of his report. I have now been in Damascus for 10 days, and every day I'm struck by the fact that the situation in areas of Syria I have visited is wholly different from the picture given to the world by the foreign leaders and by the foreign media. Environ 300 médias étrangers sont actuellement à l'œuvre notamment en Syrie. Et si vous ne me croyez pas, moi, une jeune journaliste russe, voici un rapport d'un journaliste expérimenté et d'un âge plus ou moins élevé, qui a eu le cran de rester, de ne pas rester dans son bureau chauffé, loin de la guerre, mais qui a acheté un billet et est allé voir sur place. Et voilà ce que son document rapporte. J'ai été à Damas pour 10 jours et chaque jour j'étais étonné par le fait que la situation dans les zones en Syrie, dans les zones que j'ai visitées en Syrie, est totalement différente de l'image qui est présentée au monde par la presse occidentale et par ses dirigeants. Very often the actions of the Free Syrian Army are blamed on the army. For example, they say that soldiers torture civilians and show videos like this as proof. At first, you might think that yes, people in army uniforms are beating an innocent person. But if you take a minute and watch the entire video, you will see very clearly that these are the actions of the Free Syrian Army. Their flag is on the rifle. Très souvent, leurs actions sont mises sur le dos de l'armée. Par exemple, ils disent que des soldats torturent des civils et ils vous montrent des vidéos comme preuve. Dans un premier temps, vous pouvez penser que oui, des gens en uniforme sont en train de frapper une personne innocente. Mais si vous prenez le temps de regarder la vidéo dans son ensemble, vous allez voir très clairement que ce sont les agissements de l'armée syrienne libre, puisque leur drapeau est sur l'arme en question. During our time in Syria, we saw and filmed a lot. It hurts to see and impossible to imagine how such things are even possible. For example, according to a hospital pathologist that we interviewed, 80% of those who were captured by the Free Syrian Army were raped, including children and old people. There are many decapitated corpses. The rebels say that by cutting off someone's head, they make sacrifice to God and become closer to Him. Pendant notre temps en Syrie, nous avons vu et filmé beaucoup des choses difficiles à voir et impossible à imaginer. Il est impossible d'imaginer comment de telles choses peuvent se produire. Par exemple, selon un pathologiste à l'hôpital que nous avons interviewé, 80% de ceux qui sont capturés par l'armée syrienne libre sont violés. Ce nombre inclut des enfants et des personnes âgées. Il y a beaucoup de corps décapités. Les rebelles disent qu'en décapitant quelqu'un ou en lui coupant la tête, ils font un sacrifice pour Dieu et deviennent plus proches de lui.
and they prefer to cut off one's head while the person is still alive. Il préfère lui couper la tête alors qu'il est encore en vie. الله أكبر الله أكبر هذا نظير كل جميع كل جيش بشر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. These rebels execute civilians that have nothing to do with the army. Their only fault is that they support the government or they belong to wrong religion. Ces rebelles exécutent des civils innocents qui n'ont rien à voir avec l'armée. Leur unique faute étant d'être loyal ou de supporter le gouvernement ou d'appartenir à la mauvaise religion. This old man was killed for being a Christian. We met him in Homs. He was considered to be the last Christian who stayed in the city. He simply had nowhere to go. The army helped him. They brought him water. And we filmed that. Later he was found dead with 17 bullets in his corpse. Ce vieil homme a été tué pour la raison qu'il était chrétien. Nous l'avons rencontré à Homs. Il était considéré comme étant le dernier chrétien qui était resté dans la ville. Il n'avait tout simplement pas d'endroit où aller. Nous avons été témoins du fait que l'armée l'a aidé, lui a apporté la nourriture et à boire. Il a été ensuite trouvé mort avec 17 balles dans le corps. Recently, many rebels have started complaining about the lack of financing. Some of them had turned to looting stores, houses and markets. Some began focusing on kidnapping people and demanding ransom. The sum is normally about 5 million Syrian liras, or $67,000, a huge amount for Syria. If the family has no money, they kill their prisoner and try with another one. Très récemment, beaucoup de rebelles ont commencé à se plaindre du manque de financement et plusieurs d'entre eux se sont donc tournés vers le pillage de magasins, de maisons et de marchés. Certains d'entre eux commencent à mettre l'accent sur le kidnapping des personnes et demander une rançon en échange de leur reddition. La somme demandée se monte normalement à 5 millions de livres syriennes ou alors 67 000 $, ce qui représente une somme conséquente pour la Syrie. Et si la famille n'a pas d'argent, il tue le prisonnier et essaye avec un autre. When kidnapped, people are usually tortured. This was a good friend of mine, an officer. We worked together several times. I know his family, I know his 3 kids. He was kidnapped, beaten, and then the Free Syrian Army, they put him on a workbench and they cut off, they sawed off his head whilst he was still alive. And 3 more decapitated soldiers were found next to his body. Lorsqu'ils sont kidnappés, les gens sont habituellement torturés. Voici, cette personne était un bon ami, un officier. Nous avons travaillé ensemble plusieurs fois, je connais sa famille, je connais ses 3 enfants. Il a été kidnappé, frappé, et ensuite l'armée syrienne libre l'a mis sur un plan de travail et lui a coupé la tête alors qu'il était encore vivant. 3 autres corps de soldats décapités ont été retrouvés près de lui. Here's an example of what can be done by the rebels to get money. This man was a member of the Free Syrian Army. He says that he had been coordinating money and weapons flow from Turkey to Syria. He was helped by his colleagues, rebels, because they know that he has 350,000 euros at home. But his contacts do not pick the phone, and so he blames them for losing his eye now and for being cut into pieces in 2 days. Voici un exemple de ce qui peut être fait par les rebelles pour obtenir de l'argent. Cet homme est un membre de l'armée syrienne libre. Il dit qu'il coordonne l'arrivée d'argent et d'armes de la Turquie vers la Syrie. Il est en fait détenu par ses collègues rebelles
parce qu'ils savent qu'il a en sa possession 350 000 euros. Mais comme ses contacts ne répondent pas au téléphone, il les blâme pour avoir perdu son œil et pour se voir être coupé en pièces d'ici 2 jours. Unfortunately, it's not a unique case, and often the army is blamed for such atrocities. Fouad Abdelrahman from the city of Kirfes was traveling in a regular bus near Palmyra. The rebels from the Free Syrian Army stopped the bus, checked the documents, and found out that he was a soldier from the border patrol. The story was told me by a person who knew him personally. Malheureusement, ce n'est pas un cas unique et très souvent l'armée est blâmée pour de telles atrocités. Fouad Abdelrahman, qui était de la ville de Kirfes, voyageait dans un bus régulier ou civil près de Palmyra. Les rebelles de l'armée syrienne libre ont stoppé le bus, ont contrôlé ses documents et ont réalisé qu'il était en fait un soldat de la gardien des frontières. Cette histoire m'a été rapportée par une personne qui le connaissait personnellement. He was kidnapped. They asked for 5 million. All his family had was 38,000 liras, but they managed to collect 4 million. The rebels stopped picking up the phone and never called back. After 2 months, some officers from the army called and said that they have found his body cut up into 18 pieces. Can you imagine that? 18 pieces. Il a été kidnappé et il demandait 5 millions de livres de rançon. Tout ce que sa famille avait se montait à 38 000 livres, mais ils ont tout de même réussi à amasser 4 millions. Les rebelles ont arrêté de répondre à leurs appels téléphoniques et ne l'ont jamais rappelé. Après 2 mois, quelques officiers de l'armée ont appelé et ont dit qu'ils ont trouvé son corps coupé en 18 pièces. Pouvez-vous imaginer cela? The next day after the funeral of Fouad, his son was watching TV and suddenly began screaming, "Mommy, mommy, look, they're cutting daddy." Le jour suivant les funérailles de Fouad, son fils regardait la télévision et soudainement s'est mis à crier « Maman, maman, regarde, ils sont en train de couper papa ». And here's what he saw. Voilà ce qu'il a vu. His father is the one lying with his hands tied, still alive, when a young boy tries to chop off his head. Son père est celui qui est couché avec ses mains attachées et qui est toujours vivant lorsqu'un jeune homme essaie de lui couper la tête. Can you realize what his son went through? He was in such shock that he couldn't sleep for 4 days. He was hysterical and he had to be taken to a hospital. My question remains, why? What did he do to deserve this? Or do we not consider him a person, a child, if his family supports the government? Pouvez-vous réaliser à travers quoi son fils est passé? Il était dans un tel état de choc et ne pouvait dormir pendant 4 jours. Il était hystérique et il a dû être amené à l'hôpital. Ma question demeure, pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Ou est-ce que nous le considérons comme n'étant pas une personne, un enfant, si sa famille est loyale au gouvernement? What I saw on the ground is that the Syrian army fights these radical Islamists in Syria, just like the French army does in Mali. They fight against terror, against those who took up arms and destroy infrastructure, loot houses, kill civilians. I've seen women bursting into tears, welcoming and thanking the soldiers for liberating them from the extremists, the same as I saw in Mali. I saw people giving water and food to the army, helping them, kissing them. Those were real emotions of real people. Ce que j'ai vu, c'est que l'armée syrienne lutte contre des islamistes radicaux en Syrie de la même manière que les Français le font au Mali. Ils luttent contre la terreur, contre ceux qui prennent les armes pour détruire les infrastructures, piller les maisons et tuer des civils. J'ai vu des femmes tomber en larmes, accueillant et remerciant les soldats pour les avoir libérés des extrémistes, les mêmes que ceux qui sévissent au Mali. J'ai vu des gens donner de l'eau et de la nourriture à l'armée, les aider, les embrasser. Ceci, c'était des vraies émotions de la part de vraies personnes. In these circumstances, the army is acting just like any army in the world would do. They are protecting their people. They come out of people. The only difference is that in the Western media,
Their actions are called terrorism, and the real terror is called democracy. And I still don't get why. Dans ces circonstances, l'armée agit, elle agit comme n'importe quelle armée du monde le ferait. Ils protègent leur population. La seule différence, c'est que les médias occidentaux appellent leurs actions du terrorisme et la vraie terreur est appelée démocratie. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. I'm not trying to be an advocate here. I'm not defending or condemning any part of this conflict. My role is to be a witness, to stay on the ground, to see the events and report them to public, no matter how cruel they are and how difficult it is for me. Je n'essaye pas d'être un avocat ici, je ne défends pas ou ne condamne pas aucune des parties à ce conflit. Mon rôle est simplement d'être un témoin, de rester sur le terrain, de voir ce qui se passe et de rapporter ce que je vois au public. Peu importe comment cela est cruel et comment cela est difficile même pour moi. As an emotional response to everything I saw in Syria, I made a documentary, The Syrian Diary. There are no politics, only people telling their story. The other 10 million Syrians that you never hear about. I think they also deserve a voice. En tant que réponse émotionnelle à tout ce que j'ai vu en Syrie, j'ai fait un documentaire, la chronique syrienne, Syrian Diary, les journaux syriens. Il n'y a pas dans ce documentaire de politique, seulement des personnes qui racontent leur histoire. Les autres, justement, ces personnes sont les autres 10 millions de Syriens dont vous n'avez jamais entendu parler. Et je pense qu'ils méritent aussi une voix. Merci. Allô, allô. Alors, merci à tous pour avoir résisté à ces images qui étaient insoutenables, mais je pense qu'il était nécessaire de les voir vu le silence qui continue des médias occidentaux. Alors, maintenant on va passer, je pense, à une partie qui va être assez intéressante, ça va être la partie questions, échanges, interactions. S'il vous plaît, essayez de poser des questions constructives et on essaie de se respecter parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible, mais il faut qu'on reste dans la construction, dans quelque chose de constructif. Voilà. Donc ce que je propose, c'est que ceux qui ont des questions lèvent la main et Nouman va passer dans les rangs pour vous donner le micro. Merci. Merci juste de préciser à qui vous adressez la question. Bonsoir. Je voudrais poser une question à Madame la journaliste qui vient de nous faire la présentation. Je suis venu en tant que simple spectateur, je ne prétends pas connaître particulièrement bien ou de manière originale le conflit syrien. J'ai simplement été un petit peu étonné de la manière dont les rebelles sont présentés comme uniquement des islamistes. Et je me demande pourquoi elle a passé autant de temps à nous montrer des exactions de ce côté et qu'elle n'a pas parlé du reste. Et ouais, c'est les deux choses qui m'ont un petit peu perturbé dans cette présentation, je dirais. Et je me demande s'il n'y a pas une phobie russe, peut-être, de l'islam radical qui aurait pu transparaître dans cette présentation. Merci. Merci. Yeah, if you are ready to welcome them at your house, if you are not afraid of them, then you're welcome. As for the one part, I talk about the majority of people fighting there now. And I've spoken to many locals, I've spoken to the opposition, to the rebels, and they confirmed that they have no money, they fight for money. If they don't have money, they stop fighting. And now even those who were
opposition to the government and they took weapons. Now they fight against these Islamists because they are the majority. They took over this revolution and they try to implement their goals there. So if you talk about other groups, I don't know. I don't see them there. I don't know. Do you need translation? Yes. En fait, ce qu'elle dit, c'est que si vous êtes prêt à accueillir ce genre de personnes sur votre territoire ou dans votre maison, vous êtes libre de le faire. Voilà, comme ça pense. And as for the film, yeah, many people ask me who told me to make this film, who said that I should make it. Nobody told me, nobody said. This film is dedicated to the soldier who was killed by the Free Syrian Army and to all the people in Syria who were killed by terrorists. And I guess you'll agree with me that there are terrorists, definitely. And all the parts, they admit it. So this was my emotional response, and I say nothing in this film. I give the words to the people living there, and they say their story. So you can call it government propaganda, but you can buy a ticket and go there to Syria and see it for yourself. Well, En ce qui concerne le film, elle dit que beaucoup de personnes lui ont demandé qui lui a dit ou lui a commandé de faire ce film. Et en fait, ce film, elle dit qu'il est dédié aux soldats qui a été tué par l'armée syrienne libre et à tous les civils qui sont tués par des actes terroristes menés par l'armée syrienne libre. Que vous le vouliez ou non, elle dit l'armée syrienne libre sont des terroristes et je ne fais que rapporter ce qui m'a été dit sur place. And I personally, me and my team, we lost around 40 friends that we had in Syria. And most of them work in the army and they were kidnapped, tortured the same way. But the last friend was killed on the 30th of 30 December, like right before the New Year, and he was not in the army. He was helping us, translating something and giving context, and he was shot by a sniper, Free Syrian Army sniper, just because he was traveling from one city to another. That's common there. We were shot many times, it's normal. But I wanted to ask why. Like, what did he do to all these people? We can call them any way we want. We can call them freedom fighters or something, but they took weapons and they killed people. I consider that terrorism. Si je puis me permettre de compléter. Elle dit que personnellement, elle a perdu plus de 40 personnes proches, des amis en Syrie. La plupart travaillaient pour l'armée, mais beaucoup d'entre eux ne travaillent pas pour l'armée. Le dernier des amis qu'elle a perdu là-bas, ça a eu lieu en décembre et il ne faisait pas partie de l'armée. Il voyageait simplement d'une ville à une autre et il a été tué par un sniper. Sa question demeure pourquoi? Qu'a-t-il fait à ces gens qu'on appelle combattants pour la liberté? Et elle répète que si vous voulez les accueillir chez vous, vous êtes libre de le faire. Ah oui, si vous prenez les armes, vous êtes considérés comme des terroristes. Moi, à ce propos, j'aimerais dire que je suis peut-être pas très vieux, mais j'ai suivi pas mal de conflits dans le monde et je me suis solidarisé avec beaucoup de luttes armées, et je le dis vraiment sans gêne. J'ai essayé de trouver des parallélismes entre cette lutte armée-là et celle qui était en vogue et qui continue à lutter en Amérique latine, par exemple. Je trouve que l'armée syrienne libre et l'opposition armée syrienne n'a rien de bisounours, ils n'ont rien de zapatiste. Ils ne ressemblent pas aux sandinistes du Nicaragua ou à l'URNG au Guatemala. Il y avait un code de conduite, un code moral qui faisait qu'on gardait les prisonniers. On n'assassine pas les prisonniers comme l'armée syrienne libre le fait systématiquement. Je suis d'accord avec vous, il doit certainement y avoir des rebelles armés syriens avec un sens moral. Ce ne sont sans doute pas tous des tueurs. Et je me réjouis d'entendre le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mualem, inviter ces gens-là, et uniquement ces gens-là, ceux qui ont encore un sens de l'honneur,
une conscience patriotique à venir négocier. Il n'y a pas de raison, si les FARC et le gouvernement de Bogota peuvent se rencontrer à Oslo et peuvent échanger leurs différends, même si cela n'aboutit pas, au moins qu'il y ait un espace de dialogue. Il n'y a pas de raison que ça puisse se produire pour la Colombie, où je peux vous dire, et j'ai suivi ce conflit, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans des circonstances horribles dont tout le monde s'en foutait. Si vous pouviez savoir ce que les paysans ont souffert de la contre-guérilla là-bas, des escadrons de la mort, des narcotrafiquants, de l'armée gouvernementale, vous seriez dégoûté d'être un être humain. Tellement c'était horrible ce qui s'est passé là-bas. Mais le malheur, je dirais, des rebelles colombiens, c'est de ne pas avoir la même couverture médiatique que celle dont bénéficie la rébellion syrienne. La rébellion syrienne, elle est appuyée par Al Arabiya, par Al Jazeera. Ils ont des millions en termes de médias. L'autre chance dont dispose l'armée syrienne libre et la rébellion syrienne, c'est que par rapport à toutes les oppositions radicales dans d'autres conflits, c'est le premier, à mon sens, c'est le premier conflit aussi hyper médiatisé. Chaque élément est utilisé et abusé à des fins de propagande directement. Dès qu'on saisit quelque chose, vous avez directement les réseaux sociaux, les adresses mail, enfin, YouTube, tout est mobilisé, tous les instruments de médiatisation et de voyeurisme sont à disposition de cette rébellion. Pourquoi, nous qui avions manifesté contre la guerre en Irak, pourquoi n'avions-nous pas manifesté le même enthousiasme, par exemple, envers la rébellion irakienne? Il y avait une rébellion irakienne, il y avait des Kurdes qui se battaient contre Saddam Hussein, il y avait des chiites qui se soulevaient, il y avait des libéraux, des communistes qui se battaient contre le gouvernement baathiste de Bagdad, mais on n'a pas connu le même engouement de la part de la gauche européenne ou du mouvement contre la guerre. Pourtant, on savait très bien, Al-Anfal, savez-vous combien de personnes sont mortes dans les régions kurdes d'Irak? Plus de 150 000 personnes sont mortes à ce moment-là. Est-ce qu'on a des images? Quasi pas. Comme on n'a pas d'images, on n'a pas d'indignation, pas de solidarité avec eux. Mais moi je vous dis, moi j'ai pas vu ces images. Je peux imaginer la souffrance que ces citoyens irakiens, qu'ils soient kurdes, chiites, libéraux, communistes ou autres, ont dû subir, ont dû souffrir. Mais ça ne m'a pas empêché de manifester pour la paix. Parce que je savais, et l'histoire nous le montre, et la politique, ceux qui s'intéressent à la politique, savent que quand l'impérialisme intervient, c'est jamais pour le bien-être des peuples. C'est jamais pour sauver, c'est jamais pour démocratiser ces peuples. C'est sur ce point précis que j'aimerais que vous réfléchissiez, qu'on réfléchisse tous ensemble pour dépasser ces conflits, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse construire un monde de demain en évitant des guerres qui sont totalement contre-productives. Si elle avait été révolutionnaire, si ce mouvement avait été révolutionnaire, je l'aurais soutenu 100%. Mais une rébellion ne va pas mendier à l'Arabie Saoudite. Une rébellion ne va pas chialer dans les jupons de Hillary Clinton ou de je ne sais qui. Les Cubains, quand ils se sont libérés, les Algériens, quand ils se sont libérés, ils n'ont pas été couinés comme ça. J'ai honte pour cette rébellion. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution ce qu'on est en train de voir en Syrie. Est-ce que vous avez honte aussi pour les journalistes qui ne rapportent pas ce genre de choses? Parce que je pense que madame n'est pas la seule à avoir été en Syrie. Comment se fait-il que les confrères n'aient pas la liberté d'expression? Sont-ils limités dans leur liberté d'expression ou ont-ils volontairement pas voulu voir? Okay, I can tell you one story that happened with me in Homs. I was working there during the UN mission, and I met there a team from CNN. And we worked together the whole day. We went to the same places, we met the same people, we talked, we heard the same stories. And they asked for the interview with the governor of Homs, and he accepted in 10 minutes. And he welcomed them at his house, at his home.
So they talked to him, they heard his story, and then they went back to Damascus, and we stayed in Homs. The next day, I was watching TV, and I suddenly came across this report, and it was completely different from what the people told him. It was completely opposite from my report. Like, for example, he said that the governor, the correspondent, he said that the governor didn't want to meet anyone, that they had to struggle for like the whole day, and that he doesn't want to meet with his people, and that the only district has left in Homs is being bombarded by tanks, and the people, and he showed the people, but he didn't give sound bites of the people. He said their words by himself. The next day I saw him. I wanted to ask, why? Like, why do you do this? But I didn't, because I guess he has his own reasons for this. So you ask me, why? I know that all the reports are not, there's no, they cannot be checked. You can send them via internet from any place of the country. So there's no censorship by the Syrian government that follows all the reports. You can do anything you want, and they give you permission, visa, no matter what kind of reports you give on the ground. But there are some people who are not willing to go there. They stay at the border, and they say it's impossible to get into Syria, so they say several, like 100 people died, but unverified reports because it's impossible to get there. It is possible. It is. But I don't know why they do this. I'm not the one to judge. Donc ici, elle raconte une histoire qu'elle a vécue personnellement, où elle s'est rendue avec une équipe de CNN dans la ville de Homs, où ils ont vu les mêmes choses, se sont rendus dans les mêmes endroits, et pourtant le résultat de ce qui avait été publié le lendemain était totalement différent. Cette équipe de CNN a demandé une interview au gouverneur de Homs qui leur a été accordée dans les 10 minutes suivant la demande. Lorsqu'ils sont revenus et ont écrit leur rapport, qui a été publié le lendemain, comme je vous l'ai dit, il était totalement différent du sien. Et il disait en fait que le gouverneur ne voulait pas les rencontrer et que les quartiers de Homs étaient toujours bombardés. Elle s'est dit qu'elle allait lui demander pourquoi il avait publié des choses qui n'étaient manifestement pas véridiques. On a dit qu'elle s'est abstenue parce qu'elle pensait qu'il avait ses raisons pour faire cela. Elle dit aussi qu'il n'y a pas de censure de la part du gouvernement en Syrie, que n'importe quel journaliste peut obtenir un visa et vous pouvez bien sûr dire ce que vous voulez, étant donné qu'il n'y a pas de censure. Elle a conclu en disant que certaines personnes se rendent simplement à la frontière et rapportent que X personnes sont mortes ou X nombre de personnes sont décédées, etc., sans vérifier la source et en vous disant que c'est impossible à vérifier, mais elle affirme que c'est possible si vous en avez la volonté. J'aimerais aussi participer à la réponse. Sur l'attitude des médias occidentaux, je pense qu'il y a divers cas de figure. Il y a ceux qui, courageux, vont à contre-courant. Et quoi que pense leur rédaction, essayent de rendre compte de la situation de la manière la plus plurielle, la plus objective. Il y en a d'autres qui sont, et c'est la majorité malheureusement, qui sont extrêmement lâches, qui préfèrent s'appuyer sur telle ou telle dépêche, qui font preuve de paresse et qui préfèrent ne pas se mouiller dans le conflit. Et préfèrent donc reproduire une certaine doxa, parce que en Occident, surtout nos journalistes, hein, vous savez, ils n'aiment pas les dictatures, les totalitarismes, la contrainte, tout ça, la censure, tout ça. Comme il y a un a priori qui est entretenu de l'extérieur depuis des décennies à propos de la Syrie, quand vous dites Syrie, vous pensez directement à un régime militaire qui torture. Bon, je suis d'accord, c'est une facette de la réalité. Et je suis d'accord que la censure existe en Syrie et que le travail objectif est très difficile. Mais il n'empêche que vous, journalistes, j'ai envie de leur dire, vous devez également aller embedded chez eux, puisque vous allez embedded chez la rébellion. Vous devez aussi être embedded au sein de l'armée gouvernementale pour avoir la vision la plus complète, la plus juste, la plus concrète de la réalité, n'est-ce pas? Et je comprends la démarche d'Anastasia d'aller
nous faire connaître, d'essayer de nous faire connaître cette réalité de ces soldats qui se battent pour leur patrie, qui ont des convictions, ils ne sont pas là à vouloir absolument verser le sang. On les voit profondément humains avec leur famille, qui veulent une seule chose, que leur pays soit libre, éventuellement plus démocratique, et qu'ils puissent rentrer chez eux et continuer à vivre pépère avec leur famille. Et rendre compte de cela, je trouve que c'est très courageux parce que ici, il nous est interdit de rendre compte, de parler de cette souffrance-là. Ils ne sont pas un, ils ne sont pas 100, ce sont des centaines de milliers de soldats, des centaines de milliers, des dizaines de milliers, 50 000 maintenant la force de défense nationale, de civils qui prennent les armes, comme en Algérie pendant la guerre civile des années 90, qui a coûté la vie quand même à 200 000 personnes, qui se mobilisent dans leur quartier, dans leur village, pour se protéger des incursions rebelles. Mais tout ça, ce sont des familles avec des espoirs, des tragédies, des rêves. Ne pas parler d'eux, c'est vraiment faire preuve de négationnisme. On est obligé de le faire de la sorte, parce que si je viens vous expliquer tous les crimes de l'État syrien, vous allez me dire, oui, mais on a écouté ça, on a vu ça à la CNN, France 24 on a parlé, Al Jazeera on a parlé, la télévision suisse romande, ou je ne sais quelle, ou que sais-je. Donc je ne vais pas venir avec des éléments que vous connaissez, qui sont en partie fabriqués. Mais c'est une réalité aussi, mais ce n'est pas la seule réalité, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. On est obligé de prendre le taureau par les cornes et de montrer tel que c'est de l'autre côté, et c'est une réalité de plusieurs millions de gens, pour que vous ayez une vision globale de la Syrie. À partir du moment où vous avez tous ces éléments, à vous de décider, à vous de tirer vos propres conclusions. Juste vous demander d'attendre qu'on vous donne le micro pour poser une question. Merci. Merci. Je voudrais savoir de Madame Popova, combien est-ce que vous étiez dans votre team, dans votre équipe, et how many were you in your team, and how was it possible for you to be on the spot and to film these atrocities without being eliminated immediately? I would like to understand how it is possible to go there, especially for a young woman, and to come back sane and safe. Luck. No, my team, they're here. This is my cameraman Michael and his assistant Evgeny. Yeah, here he is. So they helped me a lot, and some of these videos were obtained from the mobile phones of the rebels, so we didn't actually film them. Some of the corpse, for example, we filmed at the hospital or somewhere in the field. So it depends, but mostly I rely on the stories that were told me by the locals. You know, I've heard so many shocking stories. We have so much more videos to show, but I really want to save you from seeing all this. And it's really hard. And when you see a mother crying, bursting into tears and saying that her son died for the country, and she's proud of it. And there was a story, he was Christian, and he was defending the mosque because it's a temple for everyone. And he didn't wear shoes there inside because he respected the mosque. And he was fighting, and he died there. They shot him. The Aleppo mosque, the main one. And you see his mother, and she's smiling because she says that my son is a hero. And at the same time she cries because she lost him. And there's so many stories like this. And you see them, and you see people dying on your eyes, and injured, and soldiers. And there are more than 15,000, I guess, soldiers killed already by peaceful demonstrators. Or peaceful opposition, how you call them. So, I don't know, we were lucky to escape in many situations like this. The Free Syrian Army tried to blow us in the hotel. They came asking about Russian journalists, where are they? And there was a man dressed like an officer of the normal army, and he asked, where are the Russian journalists? And the receptionist, he says, why? Like, what do you want? Where are the Russian journalists? And then they asked him for documents, and he took out a grenade and he wanted to throw, but they captured him. And later they found out that this was a spy from the Free Syrian Army. He went from one army unit to another,
saying that I am with them, and just looking at the places where they are. And he knew that there are Russian journalists in the city, and he came searching for us. So I guess we were very, very, very lucky. Someone needs to. So basically, en fait, la dame voulait savoir, comme elle l'a dit au début, comment ça a été possible qu'elle se rende là-bas et de filmer tout ça sans être inquiétée et de revenir sain et sauf. Madame Popova a commencé par dire que son équipe présente dans la salle l'a beaucoup aidé. Beaucoup des films qui sont présentés viennent des mobiles, des téléphones portables, des rebelles, et n'ont pas été filmés directement, bien entendu. Mais elle insiste sur le fait qu'elle a basé ses témoignages surtout sur ce que lui ont rapporté les habitants locaux. Puis elle dit que des témoignages bouleversants, comme des femmes qui pleurent en disant que leur fils est mort pour leur pays, voire des femmes qui pleurent mais en même temps qui sont heureuses car elles disent que leur fils est mort pour son pays. Puis elle rappelle que 50 000 soldats ont quand même été tués par ce qu'on appelle les combattants de la liberté. Puis elle rapporte un événement qui s'est passé où l'armée syrienne libre a tenté de les faire sauter à leur hôtel, puisqu'un des membres de cette armée s'est rendu à la réception de l'hôtel et a demandé où étaient les journalistes russes. Puis il a insisté, le réceptionniste lui demandant pourquoi, puis il a insisté, puis il a sorti une grenade. Mais heureusement, ils ont réussi à l'arrêter. Puis ils ont compris que c'était en fait un espion à la solde de l'armée syrienne libre. Parce qu'en fait, il se rendait d'une unité à une autre unité et rapportait ce qu'il voyait. C'était un informateur en fait. Bonsoir. Ma question s'adresse à vous deux. Tout d'abord, merci de votre présence. Je voulais savoir, en fait, selon vous, jusqu'où Vladimir Poutine en fait, est-il prêt à pas forcément défendre la Syrie, mais à défendre en fait un monde multipolaire? Parce que 2 fois ils ont mis leur veto, si je ne me trompe pas, avec les Russes, les Chinois, pardon. Et je veux savoir, en fait, selon vous, en fait, jusqu'où est-il prêt à défendre, pas forcément la Bachar, mais plutôt la non-ingérence en Syrie? Voilà. En fait, en gros, est-il prêt à rentrer dans une guerre ouverte, tout simplement? Voilà. Look, my country always says we are for peace, we are for negotiations, we are for political solution. We want to stop the war. So nobody is interfering in nothing. We just try to stop the war. So we do all necessary political things to stop the war. So all these vetoes and other things. Some people say that Russia is sending weapons to Bashar al-Assad so he can kill innocent civilians. Bullshit. Russia has contracts we are sending defense system, air defense system. Defense means not attacking people, and you cannot use these weapons against civilians. And what you've seen, the images when I was injured and they tried to evacuate me from the place, and this armed vehicle, it just stuck because it's old. They couldn't move it. And we were in the middle of the field, and we were hearing Allahu Akbar, these guys coming, and we saw one fighter from the Free Syrian Army with RPG. Like, imagine a vehicle in the middle of the field. Perfect. And then he fell down. I guess again, luck, maybe. So, and they couldn't start it. So they asked for another vehicle to come, and they tried to push us. And we stuck into the tree. So they have old weapons. We saw Kalashnikovs from the year 72, I guess, and it still works. And they have this joke between them that all the things that you Russians during the Soviet Union you threw away because it was old, here we make it work. So we are supporting them politically because we are for peace in all the places of the world. And I don't think that we can do anything more than that.
Son pays dit souvent qu'il est pour la paix, et en fait, elle dit que la Russie veut arrêter la guerre et que la Russie fait tout ce qui est nécessaire politiquement pour arrêter cette guerre, le veto faisant partie de cette solution pour ce faire. La Russie, par ailleurs, n'envoie pas d'armes d'attaque au régime de Bachar al-Assad afin qu'il tue sa population, mais envoie des armes de défense qui ne peuvent théoriquement pas être utilisées pour tuer des civils. Oui. Ensuite, elle nous a raconté l'anecdote d'un véhicule stationné au milieu, enfin qui s'est arrêté au milieu d'un champ soudainement, puis qui a été bloqué, puis qu'ils ont essayé de dépanner, ce qui illustre en fait l'état d'armement là-bas. Elle dit qu'ils ont vu beaucoup d'armes, des kalachnikovs, etc. Et elle nous a rapporté l'adage qui dit que tout ce que la Russie jette, nous le faisons marcher ici. Puis elle conclut en disant que nous sommes pour la paix sur toute la planète. By the way, if you've seen the recent efforts of the Russian government, we tried to invite all the parties into Moscow or any other place for them to talk, to sit and talk and stop fighting. And the government accepted these talks, the Syrian government. They accepted to talk even to the fighters who took weapons, like they did everything they needed. But the opposition again and again rejected it. So what else can you do? Maybe someone who can influence the opposition can do more. Il dit que récemment des efforts étaient déployés par le gouvernement russe pour réunir les parties au conflit afin de discuter, de négocier une solution. Le gouvernement syrien a accepté, mais l'opposition a rejeté ce dialogue et elle se demande donc qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que quelqu'un de très influent est nécessaire pour cela. Alors, malheureusement, le temps s'écoule. On va prendre encore 3 questions et on va regarder où on en sera. C'est pas une question. J'aimerais répondre à monsieur parce que je n'étais pas satisfaite pleinement des réponses que monsieur a reçues. Par contre, j'ai bien aimé sa question. Donc, lui, il a demandé pourquoi on ne parle pas de l'opposition, ils ne sont pas tous islamistes, etc. C'est vrai, moi j'ai été récemment, mais je lui explique pourquoi. J'ai été récemment à Genève à une conférence qui a duré 2 jours, qui a réuni à peu près 600 personnes. Il y en avait du monde entier. La majorité de ces gens réunis étaient des personnes intéressées à la Syrie qui ne sont pas syriens, mais c'était des journalistes, des économistes, des juristes. Il y en avait de Canada, du Norvège, enfin de beaucoup de pays. Il y avait de pays arabes aussi. Certains faisaient partie de la Ligue arabe qui a été sur le terrain en Syrie pour vérifier ce qui se passe sur le terrain. Et tous ces gens-là, même ceux qui étaient dans l'opposition, proposaient une autre chose. Ils disaient maintenant ça suffit, ce n'est plus une question d'opposition ou de révolution, sans rentrer dans les détails de cette so-called revolution, d'accord? La Syrie est dans un état de crise grave, et ce n'est pas seulement la Syrie, c'est le monde entier qui est en état de crise grave. Maintenant, on doit être réunis tous ensemble sur des objectifs humains pour sauver cette crise. Et les gens qui étaient féroces contre Assad, ils étaient en train de demander le dialogue et la négociation. Réunir 600 personnes pendant 2 jours à Genève, ce n'est pas une mince affaire. Monsieur, il n'y a aucun journal suisse, il n'y a aucune radio qui a parlé de ça. Et toute personne qui essaye de dire à ses amis suisses avec lesquels on a lutté pendant 30 ans, on a chamboulé le monde, dès que tu ouvres la bouche, il te dit tu y es pro-Assad ou tu y es pour la théorie du complot. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas la faute de madame, ni de monsieur, ni de moi, si on a tous les médias contre nous, et vous savez très bien qui contrôle les médias, et si vous ne savez pas, je vous en prie, ayez un esprit de recherche scientifique
rigoureux et pointu, posez les bonnes questions, regardez uniquement les sources de confiance, regardez les gens des mêmes pays qui ne sont pas avec leur gouvernement, ce qu'ils disent, et vous avez toutes les réponses. Après 2 ans de conflits, de morts et de destruction, les partis en présence, qui ne sont pas que 2, moi je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a au moins 4, ces partis en présence doivent se rendre compte, et sont en train de se rendre compte, qu'ils n'arriveront pas à éliminer l'autre. Donc le moment est peut-être arrivé, le moment de la négociation. Et je voulais savoir quelle chance vous donnez à cette voie de la négociation. Je pose la question aux journalistes turcs, syriens et belges. Si seulement j'avais la solution, je vais y répondre très brièvement. Tout à l'heure, nous avons parlé d'autres conflits. Je pense par exemple à la guerre civile libanaise qui a duré 15 ans. Les communautés se sont déchirées, le pays a été entièrement détruit. Mais quand tout le monde s'y met, même quand il n'y a plus d'espoir, il peut quand même renaître. Et dans le cas du Liban, on a vu que ce pays a refleuri. Alors, si au Liban c'est possible, je ne vois pas pourquoi en Syrie ce ne le serait pas. Surtout que les signes positifs sont en train de se mettre en place. On voit une ouverture de la part du gouvernement. On voit qu'au sein de l'opposition, il y a quand même beaucoup de discussions, beaucoup de dissensions. Il y a toute cette opposition intellectuelle dont merci Madame de nous en avoir parlé, cette opposition est omniprésente sur le terrain en Syrie, alors que les autres qui n'ont pas d'ancrage populaire se pavanent dans tous les podiums, les studios, les conférences de presse, ils sont escortés partout. Vous avez cette opposition-là, populaire, progressiste, démocratique, qui elle aussi refuse la lutte armée, mais celle-là, elle est censurée. Nous avons besoin de cette opposition-là. Cette opposition-là, elle peut avoir un rôle fondamental pour la réconciliation, pour peu que nous, citoyens européens, agitions un peu le cocotier, essayons de lui ouvrir, de lui frayer un chemin au sein de l'espace politique européen et occidental pour la faire connaître. Les gens ne connaissent pas Haïssam Mana. On connaît Mouaz al-Khatib, on connaît Abdel Sattar al-Saïda ou les Kozmani, etc., qui sont hyper médiatisés. Mais les gens comme vous et moi, qui sont des activistes de la première heure, ce n'est pas des gens qui ont été achetés pour faire les droits, pour militer pour les droits de l'homme en Syrie notamment. C'est des vieux militants qui aiment leur pays et qui veulent le meilleur pour leur pays. Ceux-là, il faut les accueillir, il faut leur ouvrir notre cœur, il faut les tenir par la main et les promouvoir. Et ça, c'est notre rôle, je pense. La Suisse a refusé 66 visas pour ses militants. Oui, ça juste. Can I add one thing? I want to tell that I don't consider the Islamists the only opposition in Syria. No way. I know that there are peaceful opposition everywhere, but I just wanted to show the things that we've seen that we never see. I mean, it's only a part, but it's necessary for you to see this part, to know that there are people suffering, and there is a lot of injustice against these people. There are at least 2 sides of this conflict, and not only the things that Western media tells you. Alors, on va prendre la dernière question, puis ensuite je vous propose de continuer autour d'un jus de fruits et d'un café. Encore 2 questions. Tout d'abord, je voudrais remercier le courage de ces journalistes d'avoir nous donné un éclairage assez éclatant dans une guerre universelle menée contre la Syrie sur le plan médiatique, militaire, espionnage et encouragement du terrorisme, et aussi au niveau économique. On n'a pas trop parlé des sanctions économiques qui frappent le peuple syrien tout entier, qui nous privent
des médicaments, de nourriture et aussi des éléments essentiels pour l'industrie. Cette industrie qui était démontée par les terroristes. À Alep, seul à Alep, 1500 usines étaient démontées et vendues à la Turquie. On a saboté les pipelines, les canaux d'eau. On ne veut pas citer toutes les violations de droit humanitaire international et de droits de l'homme. Mais sont des véritables criminels. Eux et ceux qui les encouragent et qui les payent, qui les financent, qui les entraînent. Et dans ces conditions, comme j'ai salué vos courages, je voudrais saluer le courage des grandes puissances comme l'Union soviétique et la Chine, qui ont utilisé leur veto pour la justice internationale, pour la paix et la stabilité dans le monde. Car la Charte des Nations Unies prévoit dans son article 1er et 2e la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Et les pays voisins, malheureusement, qui sont vendus à l'Alliance Atlantique, comme les pays du Golfe, et qui font ingérence dans l'affaire de l'État syrien. Donc, je tire mon chapeau aussi pour ces gens qui défendent la paix et qui défendent maintenant un nouvel ordre mondial qui est en train de naître et qui fait un équilibre et qui nous fait sortir de la domination impérialiste et sioniste. Merci. I just have a little question about the influence of Iran and Hezbollah. There's always often reports about like militias helping the Syrian army, but I don't think there is, but I just wanted to know if you have seen militias from Iran or from Hezbollah. And I haven't been to every part of Syria at the same time, but during my stay I have never ever seen anything like this. But I cannot say that they are not there, but I haven't seen them. La question se portait sur l'influence de l'Iran et du Hezbollah en Syrie. La personne qui posait la question voulait savoir si les journalistes présents là-bas, elle, en l'occurrence, avaient vu ou étaient témoins de la présence de ces personnes. Elle a répondu en disant qu'elle n'était pas présente partout en même temps, et puis elle a dit qu'elle n'avait pas vu personnellement ces individus. On va conclure avec cette question et cette réponse. Alors je tenais à remercier encore une fois et plus que jamais nos intervenants de ce soir et encore une fois d'honorer le courage d'Anastasia Popova pour sa présence dans un endroit où je pense que pas beaucoup de gens ont envie d'aller. Et bien évidemment de ses deux collègues aussi que je n'avais pas oubliés. Et je remercie encore une fois l'Institut de paix et de justice, qui est une organisation qui statue à l'ONU. Sachez que cette conférence, la même conférence a été donnée à l'ONU aussi hier. Et je remercie encore le collectif syrien dans l'organisation de cette conférence. Et je reclarifie encore une fois que les associations Égalité et Réconciliation et Genève non conforme ne font pas partie de l'organisation de cette conférence. Et je vous remercie vous, puisque comme vous avez vu dehors, il y avait une espèce de milice aussi, et qu'on aurait pu croire qu'il y a eu un air de Syrie, et vous êtes quand même venus, donc bravo, je vous félicite, merci beaucoup.